Alors, bonjour à tous, bienvenue au mercredi de CY pour les lettres. Donc, avant de laisser la parole à ma collègue Marie-Madeleine Bertucci, je vais juste me permettre, pour les personnes qui sont déjà présentes, de lancer un petit sondage pour voir un petit peu dans quelle filière vous êtes, seconde, première, quel département, etc. Donc, je lance le sondage et je vous laisse une minute pour répondre. Ça devrait aller vite. Juste nous dire si vous êtes plutôt en seconde, première, terminale, on ne sait jamais, enseignant, parent, pourquoi pas. Et dans quel département. Très bien. Donc, on a première et terminale. Il y a une petite terminale ou un, c'est glissé, il n'y a pas de souci, hein. On va répondre à vos questions, etc. Donc, du coup, je vais me permettre maintenant de fermer le sondage et de laisser. Alors, juste pour information, avant de commencer, les micros et les caméras sont fermés, sauf pour les intervenants. Si vous avez des questions, je vous laisse les poser directement dans le chat et je me permettrai à un moment voulu de les relayer à mes collègues, aux intervenants, dès que cela sera nécessaire. Donc, maintenant, je vais laisser la parole à ma collègue Marie-Madeleine Bertucci. Bien, est-ce que tout le monde voit mon fichier? Très bien. Parfait. Donc, je me présente, je suis Marie-Madeleine Bertucci, je suis professeure de sciences du langage et je suis référente lycée pour le département des lettres modernes et l'UFR-LSH. Donc, je vais tout de suite vous souhaiter la bienvenue et vous dire que malheureusement, Monsieur Claude Coste, directeur du département des lettres modernes, ne peut pas être présent avec nous aujourd'hui, qu'il le regrette. Bien évidemment, si vous avez des questions ou des interrogations, vous pouvez contacter le département ou regarder la vidéo donc sur laquelle il intervient dans le cadre de la journée porte ouverte digitale qui figure sur le site de l'université. Alors, en ce qui me concerne, avant de laisser la parole donc à Lou Dumay et à Bérénice Poix, qui sont deux étudiantes du Master 1 MEF PLC Lettres, mais qui ont fait précédemment leur licence à l'université, je voudrais dire quelques mots de présentation. Je voudrais aussi d'ores et déjà remercier Lou et Bérénice d'être présentes parce qu'en fait, elles ont beaucoup de travail. Elles passent le CAPES de lettres modernes dans quelques semaines. Les échéances rapprochent et je voudrais les remercier vraiment très chaleureusement d'être avec nous aujourd'hui parce qu'en fait, elles prennent sur leur temps pour venir nous parler de la licence et j'en suis très touchée et vraiment, je voudrais les remercier très vivement d'être parmi nous aujourd'hui. Voilà, alors juste quelques mots de présentation de l'université avant de passer à la présentation du département. Vous avez peut-être connu l'université sous son ancienne dénomination, Université de Cergy-Pontoise. Maintenant, le nom est CY Cergy Paris Université depuis le 1er janvier 2020. Et donc, un nouvel établissement est né de la fusion de l'Université de Cergy-Pontoise et de l'École internationale des sciences du traitement de l'information, ESTI. Et cette nouvelle université a également intégré deux écoles, l'école pratique de service social, EPSS, et l'école supérieure des métiers du sport et de l'enseignement, ILEPS. Voilà, elle était également associée à l'ESSEC sur le plan donc, de la gouvernance générale. Alors, quelques mots, après avoir rapidement présenté l'université, je voudrais dire quelques mots de l'école universitaire des premiers cycles, CY-SUP, qui entretient des liens étroits avec les lycées et offre donc un éventail conséquent de formations aux bacheliers que vous
connaissez peut-être déjà d'ailleurs si vous avez approfondi déjà votre orientation, ce que j'imagine, mais néanmoins, sachez que au-delà des lettres, bien sûr, l'université offre de nombreuses formations. Après l'école universitaire des premiers cycles, existe donc une autre structure donc, sous le nom de Graduate Schools, donc, qui comporte 5 écoles magistrales et doctorales. Et celle qui nous concerne donc, pour le département des lettres modernes plus directement, c'est CY Arts et Humanités, donc en association avec l'École nationale supérieure d'art de Paris-Cergy, NSAPC et d'autres écoles encore, dont l'École nationale supérieure d'architecture de Versailles ou l'École nationale supérieure du paysage. Autre graduate school qui peut intéresser les étudiants également, c'est CY Éducation, donc en lien avec l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation, INSPE. Je signale cette graduate school particulièrement puisque les 2 étudiants qui vont intervenir se destinent donc au métier de l'enseignement, lesquels constituent évidemment un débouché particulièrement important pour le département des lettres modernes, mais ça n'est pas le seul et on le verra donc au cours de la présentation des formations. Alors, l'université connaît également une dimension internationale par le biais de l'université européenne Utopia. Alors, le département des lettres modernes fait partie d'une structure dont l'intitulé est CY Lettres et Sciences Humaines, qui correspond à une structure dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui est l'UFR, donc Lettres et Sciences Humaines, ou Unité de formation et de recherche, qui est donc le déplié de l'acronyme UFR. Et cette UFR rassemble des départements de lettres modernes et d'histoire-géographie. L'offre de formation englobe 3 licences, 2 licences professionnelles, 13 masters et 2 masters préparant au métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, autrement dit les masters MEF, en lycée et en collège, conjointement donc avec l'INSPE ou Institut national supérieur du professorat et de l'éducation. L'offre de recherche de CY Lettres et Sciences Humaines repose sur ces 3 laboratoires de recherche. Alors, plus précisément maintenant, le département des lettres modernes, il assure des missions de formation et des activités de recherche dans une perspective pluridisciplinaire dans les domaines suivants: lettres et sciences du langage, journalisme, édition et communication, lettres et arts vivants, lettres et enseignement du français, lettres, recherche et création. Les différents enseignements sont conçus en fonction d'objectifs préalablement définis par l'équipe enseignante, dans le respect des textes donc, qui définissent les diplômes nationaux. Alors, avant d'aborder plus précisément, mais je le ferai ultérieurement, les formations assurées par le département des lettres modernes, je voudrais tout de suite donner la parole donc, à Lou Dumay et à Bérénice Poix, qui vont exposer le point de vue des étudiants sur la formation et vous faire part donc, de leur expérience, puisqu'elles ont, comme je l'ai dit initialement, elles ont suivi les enseignements de la licence de lettres modernes dans le cadre de l'université et elles sont inscrites cette année en Master 1 MEF PLC Lettres, c'est-à-dire qu'elles se préparent à être professeurs de français en collège ou au lycée et elles vont passer donc très prochainement le CAPES de lettres modernes. Donc voilà, Lou et Bérénice, je vous laisse la parole. Alors bonjour tout le monde, moi je vais vous présenter plutôt la licence de lettres modernes et ma camarade vous présentera plutôt le master enseignement. Du coup, la licence de lettres modernes du coup, se fait en 3 ans. Comme toutes les licences, elles possèdent des cours obligatoires, donc des TD, et des cours facultatifs, donc les cours magistraux. Sachant que les cours facultatifs donnent quand même lieu à des partiels, même s'ils ne sont pas obligatoires. Les partiels, par contre, le sont. Voilà. Pour les lettres modernes, précisément à Cergy, il y a eu une nouvelle maquette pour la licence depuis cette année.
Donc, il y a beaucoup de matières dans cette licence, enfin beaucoup, plusieurs. C'est pas juste une licence avec juste quelques matières, comme par exemple en droit, où je sais qu'ils en ont peu, mais beaucoup d'heures de cours. Là, il y a beaucoup de matières, mais qui sont réparties sur à chaque fois des TD d'1 heure et demie maintenant. Voilà. Normalement, chaque année, vous allez étudier des œuvres de manière intégrale ou partielle, réparties sur différents siècles. Donc, vu que c'est lettres modernes, c'est à peu près du 15e jusqu'au 21e, dans un ordre plus ou moins chronologiquement inversé, exprès pour pouvoir arriver au 21e tout à la fin et pour avoir toute la logique des... Enfin, des œuvres littéraires, etc. C'est une licence qui n'est pas très simple dans le sens où il faut être très assidu et surtout il faut être autonome. Après, ce qu'il y a quand même de positif, c'est que vu qu'il y a peu d'élèves qui s'inscrivent en licence de lettres modernes et qu'on est très peu nombreux généralement, on est maximum 115 en première année et à chaque année, ça diminue progressivement. Donc, vu qu'on est très peu nombreux, il y a généralement une ambiance bien plus chaleureuse que dans d'autres licences comme en économie et gestion, en droit ou même en histoire où ils sont vraiment 2 fois plus nombreux que nous. Voilà. Mais à contrario, par contre, vu que c'est l'université, les professeurs exigent une certaine autonomie de notre part, c'est-à-dire que contrairement à la prépa ou au BTS où les élèves sont très très suivis, là généralement on est très très mis en autonomie, ce qui peut être à la fois très positif et puis un peu négatif aussi. Si on a un peu de mal à être autonome, c'est vrai que ça peut être un peu déconcertant, mais moi j'ai trouvé que c'était une très bonne expérience. Voilà. Ok, alors je vais juste rajouter quelques trucs par rapport à la licence avant de passer au master. Alors, ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est que les élèves en licence sont de moins en moins nombreux, mais en licence de lettres, mais le travail s'accentue aussi tous les ans. Donc, il faut faire attention à ça et à bien préparer dès la L1 toute la licence. Ce qu'il y a de bien avec la première année, c'est que le premier semestre est vraiment dédié à un semestre de découverte culturelle. Donc, vous aurez accès à de la philosophie, vous aurez accès à des conférences, etc. Donc, moi, je trouve que c'est bien de pouvoir tester différentes choses avant de vraiment s'ancrer dans une voie. Et à partir du deuxième semestre de la première année, vous choisirez votre parcours, le parcours qui peut être changé jusqu'au début de la troisième année. Donc, vous êtes assez libre. Et puis, ce parcours-là, qui sera donc soit journalisme, soit enseignement du français, soit recherche et création, parce que lettres et arts vivants, c'est un peu différent. Il faut avoir un partenariat, par exemple, avec le conservatoire ou quelque chose comme ça. Vous serez préparé en fonction de ce que vous voulez faire, pardon. Et donc, par exemple, pour le parcours enseignement, vous aurez dès la licence des cours pour préparer le concours en littérature et en langue. Donc, vous aurez les deux, voilà. Pour ce qui est du master, il va falloir être motivé parce que là où on est laissé assez libre en licence, pour le coup, en master, c'est encore plus marqué. Donc, il va vraiment, vraiment falloir travailler de vous-même. Ce qu'il faut savoir à propos du master MEF pour le second degré, donc pour les lycées et collèges de Cergy, c'est qu'il est en cours inversé. Donc, en dehors du contexte actuel, bien sûr, là, vous aurez la plupart de vos cours à distance, avec très peu de cours en présentiel. Donc, il va falloir préparer vos cours en amont. Voilà. Donc, ensuite, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire dès la licence, si vous vous destinez à ce master, commencer dès la licence à faire des carnets de citations, des choses comme ça, avec des petites fiches qui peuvent vous aider après à réviser, et notamment de lire les œuvres que vous devrez lire en littérature
en lecture cursive, pardon. Donc, en fait, la lecture cursive, c'est des lectures que vous devrez faire à côté pendant le semestre, en dehors de vos cours, et vous serez évalué avec un QCM dessus à la fin de chaque semestre. Donc, moi, je vous conseille de lire ça parce que ça donne une bonne culture littéraire, un bon bagage, et de vous procurer presque dès le début un manuel de grammaire qui est très important, notamment, par exemple, la grammaire méthodique du français, qui fait loi vraiment en licence et en master. Voilà. Bérénice, si tu as quelque chose à ajouter. Oui, aussi, à propos justement de la licence, je voulais juste ajouter qu'on n'étudiait pas seulement la littérature, on a aussi, enfin, malheureusement et heureusement, une étude de la langue, donc on va faire de la grammaire, de la morphologie, de la syntaxe. C'est essentiel et c'est vraiment nécessaire pour amener aux commentaires de texte, à la dissertation, parce que ce sont vraiment des exercices qui vont être faits et refaits en licence et aussi en master derrière, que ce soit pour le master MEF ou pour les autres masters de lettres comme la littérature francophone ou de recherche et création, si je ne me trompe pas. Voilà. Moi, j'aurais quelque chose à vous demander. Est-ce que vous pourriez juste dire un mot de l'enseignement des langues anciennes et du stage? Parce que vous avez toutes les deux suivi une formation au latin et au grec. Donc, comme ça peut intéresser éventuellement de futurs étudiants, est-ce que vous pourriez juste nous dire quelques mots à ce sujet? Oui, alors quand nous, il n'y avait pas la nouvelle maquette, on avait le choix chaque semestre d'avoir une option. Donc, avec ma camarade, on a choisi dès la première année de s'engager sur 3 ans pour du grec ancien. C'était obligatoire de s'engager sur 3 ans. Et quand on choisit le parcours enseignement, on est obligé de faire du latin en deuxième année et de l'ancien français en troisième année. Voilà. Et en dehors de ça, il y a aussi les options à chaque fois pour le latin, par exemple. Donc, ça va être 1 heure et demie par semaine. C'est vraiment super intéressant parce qu'on travaille et la langue, donc on apprend à parler grec ou latin, et la littérature, la civilisation, tout ça. Donc il y a bien ces deux aspects qui sont présents, même si la langue va prendre plus de poids que la civilisation. Ce n'est pas un cours d'histoire. Et pour ce qui est du coup du stage, pour la licence, on doit valider un stage de minimum 35 heures qui doit être fait au plus tard en troisième année. Mais nous, on vous conseille plutôt de le faire à la fin de la deuxième année parce que c'est l'année qui est finalement la moins lourde, pas dans le sens des connaissances à acquérir, mais dans le sens où la première année, c'est l'année d'adaptation à l'université, etc. C'est le choix du parcours. Et la dernière année, c'est vraiment un travail qui est beaucoup plus dur que les deux précédentes. Et donc, il faut se préparer et se préserver du temps pour travailler pour la troisième année. Du coup, nous, ce qu'on a fait toutes les deux, c'est qu'on l'a fait en fin de deuxième année. On l'a fait au mois de mai. On peut faire dans tous les établissements qu'on veut, que ce soit en édition, que ce soit en enseignement ou en création, donc dans une bibliothèque ou dans un CDI ou quoi que ce soit. Et c'est donc 35 heures minimum, donc c'est peu. Après, bien sûr, vu que vous serez en vacances normalement dès fin mars, début avril, ou mi-avril, vous devrez avoir le temps de faire plus si vous avez envie aussi. Voilà. Et j'ajoute aussi que en master enseignement, les stages, on nous les donne directement, les stages en collège et en lycée. Par contre, en licence, c'est à vous de trouver vous-même. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment faire ça à l'avance. Parce que quand on vient de nous-mêmes demander à un enseignant d'être stagiaire et pour aucune rémunération, on peut ne pas trouver beaucoup d'enseignants. Donc, vous serez obligé de faire des démarchages vous-même pour la licence, que ce soit même en maison d'édition ou autre. Et je sais qu'en maison d'édition, il y a aussi très peu de place, donc il faut vraiment s'y prendre beaucoup à l'avance.
Bien. Est-ce que vous souhaitez encore ajouter quelque chose? Je crois qu'on a tout dit là, à moins qu'il y ait des questions. C'est bon. Non, il n'y a pas de questions pour l'instant. Très bien. Bah, écoutez, Bérénice et Lou, moi je vous remercie à nouveau vraiment très vivement d'être venus nous présenter la formation. Et puis, s'il y a des questions éventuellement de la part des lycéens, même après coup, on peut éventuellement les transmettre de manière à ce que vous ayez, le cas échéant, une réponse si vous avez une question. Voilà. Merci beaucoup. Bien sûr, merci. Merci Au à vous. revoir. Au revoir. Merci à vous. Donc, je vais passer maintenant donc, à la présentation des formations, enfin, plus précisément de la licence. Donc, en fait, en ce qui concerne l'organisation de la formation proposée par le département, elle est la suivante. Pour le premier cycle, donc, le département propose une licence de lettres modernes. Et pour le second cycle, le département propose donc 5 masters. Le master recherche en littérature qui se décline en 2 parcours, littérature française et francophone, patrimoine littéraire, et métier de l'écriture et de la création littéraire et recherche en création littéraire. Le master recherche en sciences du langage est décliné en un parcours recherche fondamentale et appliquée en sciences du langage et 2 parcours professionnalisants, sémiologie et linguistique appliquée et humanité numérique. Vous avez également un master métier de l'enseignement de l'éducation et de la formation, qui est le master MEF, qui prépare au métier de professeur de français en lycée et en collège, un master journalisme et un master ingénierie éditoriale et communication. Donc voilà pour la présentation générale de l'architecture de la formation. Je vous présente maintenant la licence de lettres modernes. Donc, c'est une licence pluridisciplinaire qui place la langue et la littérature au centre de l'enseignement. Donc, elle se décline en 6 semestres et se caractérise par la diversité des thématiques abordées, comme donc l'ont montré les 2 étudiantes qui sont intervenues précédemment. Donc, les thématiques sont les suivantes: l'ensemble des littératures de langue française, francophonie d'Europe, d'Afrique et d'Amérique, les différentes formes de lecture critique et d'écriture créatrice, notamment à travers le biais d'ateliers d'écriture, les sciences du langage. Alors, je précise à propos des sciences du langage, parce que c'est peut-être un terme dont vous n'avez pas forcément entendu parler. La dimension d'étude de la langue qui a été mentionnée par les 2 étudiantes, notamment en ce qui concerne l'étude grammaticale des textes littéraires et l'étude stylistique des textes littéraires, s'inscrit dans les sciences du langage, de même que l'ancien français d'ailleurs, qui a été mentionné également à propos donc, des langues anciennes, lorsque on a parlé donc, de ce point. Néanmoins, les sciences du langage englobent d'autres champs comme la didactique, qui est une les métiers de la didactique sont un des blocs de connaissances et de compétences donc de la licence, notamment en 3e année. Les sciences du langage englobent également des enseignements de linguistique générale et de linguistique française qui sont proposés au cours des 6 semestres sous forme soit de cours magistraux, soit de travaux dirigés. Voilà, et les sciences du langage donc, constituent après donc un master, un enseignement à part entière en master, dans le cadre du master sciences du langage dont je viens de vous parler. Ensuite, les langues vivantes étrangères sont l'anglais, l'espagnol, l'allemand, l'italien, ainsi que le russe. Les langues anciennes, le latin et le grec, comme l'ont dit les 2 étudiantes, avec la possibilité de commencer l'apprentissage du latin et du grec dès la première année en grand débutant. Enfin, c'est le terme consacré lorsqu'on commence un enseignement qui aurait pu être démarré au lycée.
ou au collège, mais lorsqu'on commence à l'université, l'intitulé est grand débutant. Donc, si vous n'avez pas fait de latin et de grec, mais que vous souhaitez en faire, vous avez tout à fait la possibilité de le commencer en licence. Donc, vous avez un enseignement de latin et de grec qui est offert au cours des 3 années avec une spécialisation progressive. Alors, je précise également, comme l'ont dit les étudiantes, ces enseignements sont des enseignements en fait de langue. La dimension civilisation est présente, mais néanmoins, vous devez connaître quand même un certain nombre d'éléments liés donc à la langue, aussi bien du point de vue du lexique, de la syntaxe, pour le latin et le grec, dans la mesure où l'objectif est quand même de lire les textes directement, c'est-à-dire de ne pas les lire en traduction, et donc il est absolument nécessaire de connaître la langue. Néanmoins, comme langue et civilisation vont de pair, il est bien évident qu'avec ces enseignements de langue, vous recevez aussi un enseignement de civilisation. Alors, les arts vivants sont également proposés dans le cadre d'une formation spécifique qui est la licence Lettres et Arts vivants, et dans le cadre d'un partenariat avec le conservatoire de Cergy-Pontoise, donc le conservatoire à rayonnement régional. Les étudiants qui suivent cette formation reçoivent conjointement un enseignement soit de danse, soit de musique, soit de théâtre au conservatoire, et ils suivent une formation de lettres modernes dans le cadre de la licence, dans le cadre évidemment d'un emploi du temps qui est aménagé de manière à ce que les étudiants puissent mener de front ces 2 formations. Alors je précise que cette licence est une licence qui est sélective et qu'il est nécessaire d'avoir un niveau un niveau avéré, attesté dans les disciplines artistiques concernées. Pour plus d'informations, je vous engage à rejoindre le site de l'université sur lequel vous trouverez un certain nombre d'éléments relatifs à cette formation, de même que le site du conservatoire sur lequel vous trouverez également des informations. Alors, le journalisme et la communication, de même que les métiers de l'édition et du livre, font également l'objet d'une formation, avec des enseignements spécifiques qui vont se spécialisant au cours des 3 années, et vous avez la possibilité, à l'issue de la licence, de vous inscrire toujours à l'université dans le cadre d'un master journalisme ou dans le cadre du master ingénierie éditoriale et communication, qui ne propose pas en revanche de formation au journalisme. Alors que dans le cadre de la licence, les 3 dimensions font l'objet d'une majeure de spécialité, journalisme, édition et communication. Alors, je ne sais pas si Jean-François Puff est arrivé. Il devait intervenir. Il est arrivé, Marie-Madeleine. Oui, je vais peut-être lui laisser la parole, parce que je sais que, Jean-François, je sais que vous avez des obligations après. Donc, je vous laisse tout de suite la parole de manière à présenter les enseignements de littérature. Jean-François Puff est directeur par intérim du master recherche en lettres, et il est également professeur de littérature française. Merci beaucoup, Marie-Madeleine. Alors, je viens de pouvoir allumer mon ordinateur dans mon bureau. Je sors tout juste de cours. Donc, c'était plutôt des obligations avant que des obligations après. Donc, voilà, j'enchaîne vraiment. Je sors de cours, j'arrive. Je me présente. Je suis Jean-François Puff, professeur de littérature française des 20e et 21e siècles à l'université de Cergy. Je ne suis pas à l'université depuis longtemps. Je suis à l'université depuis 1 an et demi. Et je vais vous présenter essentiellement les enseignements de littérature. Je pense qu'on vous a présenté les parcours de la licence qui sont riches et complexes. Et donc, moi, je vais vous présenter autant que je peux le faire, n'ayant qu'une connaissance partielle malgré tout de cette licence, je vais vous présenter les enseignements de lettres.
en essayant de mettre en évidence ce qu'il y a de singulier dans cette université. C'est-à-dire que, en fait, l'intérêt pour vous, c'est de voir ce que l'Université de Cergy vous offre de singulier, de particulier dans l'enseignement des lettres. Alors, je vais commencer par le classique, c'est-à-dire que la licence qu'on vous propose est une licence qui répond aux attentes d'une formation de licence de lettres, car vous ne le savez peut-être pas, mais toute formation qui est dispensée par l'enseignement supérieur doit être certifiée, c'est-à-dire qu'on ne fait pas ce qu'on veut, on a un cahier des charges dans les formations, on les présente au ministère, le ministère certifie ou ne certifie pas la licence. Donc, il y a des choses, des passages obligés. Ces passages obligés, ces enseignements, disons, nécessaires, c'est d'abord un enseignement de l'ordre de la langue, de la maîtrise de la langue. Donc, vous avez des cours de grammaire et de linguistique avec un travail de remise à niveau sur le plan grammatical qui est très sérieux. Et ça, c'est un point important. Vous avez de la méthodologie aussi, car vous avez des exercices canoniques à maîtriser en littérature. Vous devez maîtriser les exercices de l'explication de texte, du commentaire de texte et de la dissertation, entre autres. Et donc, vous avez des cours de méthodologie qui sont consacrés à ces exercices-là de manière approfondie. Et puis, vous avez des cours de littérature, bien sûr. Alors, ces cours de littérature, on peut dire que vous avez trois choses différentes qu'on peut décrire. Vous avez d'abord une formation par siècle. C'est-à-dire qu'on a gardé l'idée d'un parcours séculaire qui vous donne une culture solide de l'histoire littéraire. Ce qui ne signifie pas qu'on le fait chronologiquement. On commence par le 19e siècle parce qu'il s'agit de faciliter aussi votre entrée à l'université. Et si on commençait tout de suite en première année par le 16e siècle, dans le siècle dans lequel déjà les questions de langue posent problème, ça pourrait vous décourager. Donc, on commence par le 19e siècle, mais ensuite, progressivement, on fait tous les siècles de la littérature jusqu'au contemporain. Donc, vous avez une formation en histoire littéraire qui se traduit par un bloc dans lequel vous avez un cours magistral de littérature. Donc, un cours dans lequel un cours magistral signifie, en gros, si je veux le simplifier, un professeur parle et les étudiants écoutent, si vous voulez, peuvent poser des questions, mais il y a une transmission de savoir. Et puis, des travaux dirigés, cette fois-ci, en plus petit groupe, dans lequel vous avez un enseignant et vous fréquentez les textes de plus près, et il y a davantage un travail d'atelier, d'échange, de lecture approfondie des textes à l'appui du cours magistral. Donc, sur tous les semestres de licence, vous allez avoir ces blocs pour couvrir, si vous voulez, l'ensemble de l'histoire de la littérature française. Alors, ça s'accompagne d'autres choses sur le plan de l'approche de la littérature. D'abord, une des spécialités de Cergy depuis toujours, c'est la francophonie. C'est-à-dire que c'est une université qui est très ouverte sur l'espace francophone et plus particulièrement sur le Maghreb et l'Afrique subsaharienne. Et donc, vous allez avoir des cours de cette littérature-là. Vous avez aussi des cours de littérature comparée. Donc, la littérature comparée, c'est l'étude des littératures étrangères en traduction, en relation avec la littérature française. Par exemple, le théâtre, mettons, au XVIIIe siècle, on va pouvoir avoir un corpus de théâtre au XVIIIe siècle avec une pièce de Marivaux, une pièce de Lessing traduite de l'allemand et une pièce de Goldoni traduite de l'italien, par exemple, pour montrer les points communs et les différences dans le théâtre dans une époque donnée. Donc ça, c'est nouveau, relativement nouveau par rapport au lycée, où on ne fait de littérature étrangère qu'en terminale, je crois, mais peut-être que je retarde par rapport au programme de littérature au lycée. Et puis, vous avez toute une série d'options possibles. C'est-à-dire, il y a des cours comme ça qui sont dans des blocs obligatoires, et puis il y a des cours facultatifs dans lesquels vous pouvez faire un choix. Et là, vous avez toute une série de cours qui sont liés à la relation entre la littérature et les arts, par exemple, littérature et cinéma, littérature et danse, ou alors sur des questions théoriques comme fiction, non-fiction. Donc, c'est pour ouvrir, si vous voulez, le champ et les modes d'approche à des approches, disons, moins canoniques, moins scolaires peut-être, plus nouvelles pour vous. Et voilà, j'en viens pour finir à l'originalité de l'université de Cergy. C'est que c'est une université donc dans l'autre spécialité, à part la francophonie, et la création littéraire.
Alors, vous allez tout de suite me dire, mais l'université, c'est un lieu d'études et de commentaires et pas un lieu de création. Eh bien, c'est de plus en plus faux. Et ça nous vient des États-Unis, hein, où finalement les cursus de création littéraire sont très nombreux et, les plus grandes proposés par les plus grandes universités et où beaucoup d'écrivains enseignent à l'université. Et en France, ça se développe. Alors, Cergy est une université pionnière sur ce plan, mais vous avez également Paris 8 ou Le Havre, qui sont des universités qui proposent des cursus de ce genre. Alors, de quoi s'agit-il? C'est le cursus de master essentiellement, mais pas seulement. C'est-à-dire que dès la licence, en fait, vous allez avoir à tous les semestres des ateliers d'écriture. Alors, ça a plusieurs vertus. La première, c'est de vous confronter à ce que c'est que la littérature, non pas seulement en la lisant et en la commentant, mais en la pratiquant. Et on voit que lorsqu'on entre dans une pratique et qu'on aborde un genre littéraire par la pratique, par le biais de la pratique, on l'appréhende avec beaucoup plus, souvent plus rapidement, de manière plus intuitive, et que c'est très formateur en fait de passer par l'écriture pour mieux saisir la littérature. Et ça, c'est un premier point. Et puis, ça vous permet aussi de… Il y a une part de valorisation personnelle dans ces travaux. Hein, ça vous permet de travailler vos capacités de création. Si vous aimez écrire, alors vraiment, c'est un lieu pour vous. Vous allez découvrir plein de choses. Et donc, à tous les semestres, vous avez des ateliers d'écriture qui sont centrés sur des pratiques différentes. Par exemple, premier semestre, vous avez écriture du réel. Vous avez toutes ces écritures qui se développent aujourd'hui, qui sont de l'ordre de l'écriture documentaire. Ce n'est pas seulement le réalisme du 19e siècle, mais c'est des pratiques d'écriture documentaire ou d'investigation du réel. Vous avez écriture du moi. Voilà, aussi, il y a toute une série d'écritures, que ce soit le journal, des dimensions autobiographiques de l'écriture. Pour ma part, j'anime un atelier en licence 3 consacré à la pratique du montage, qui est une pratique contemporaine. De plus en plus, les écrivains se saisissent d'un matériau déjà existant sur la toile ou ailleurs et produisent des agencements par montage, retraitement, retravail, montage d'un matériau préexistant. Voilà, donc ça, c'est vraiment l'originalité de l'Université de Cergy. Hein, c'est cette pratique de la création dès la licence, dans la perspective de mieux comprendre la littérature en la faisant. Et ça débouche éventuellement, si vous avez envie de poursuivre, sur notre master. Donc notre master qui est en 2 volets, hein, un volet littérature française et francophone, donc où il y a cette spécialité francophonie qui est très présente. Et puis, un deuxième parcours qui est justement ce parcours de création littéraire dont je vous parlais tout à l'heure. Et alors, cette fois-ci, ce n'est pas seulement des ateliers. Les étudiants qui s'engagent dans ce master, qui viennent d'ailleurs, pas seulement de chez nous, mais qui peuvent venir d'un peu partout, s'engagent dans un projet d'écriture personnelle. Et ils sont accompagnés par un enseignant-chercheur. Alors, ce n'est pas seulement de l'écriture, c'est aussi de la réflexion sur l'écriture. Hein. Ce n'est pas un master de création littéraire pur, il garde une dimension théorique, critique, mais le point central quand même de cette réflexion théorique et critique, c'est un travail d'écriture personnelle que vous menez pendant 2 ans. Et donc, voilà, c'est c'est un des débouchés possibles de cette dimension de création dans la licence. Voilà, je pense que je vous ai dit l'essentiel. Et je suis prêt à répondre à vos questions s'il y en a et si je peux le faire. Je vous remercie. Alors, pour l'instant, je n'ai pas de questions, mais peut-être que ça va arriver après. Hein. D'accord. Marie-Madeleine? Est-ce que peut-être faudrait-il dire un mot des exercices canoniques qui restent quand même proposés dans le cadre de la licence, comme l'explication de texte, la dissertation, le commentaire composé? Oui, écoute, c'est très simple. Hein. Il y a tout simplement, dès le début, dès la première année, un TD d'explication de texte obligatoire pour tous les étudiants où on revoit toutes les méthodes d'approche des textes, la rhétorique, les figures, l'usage qu'on peut faire de la grammaire dans une perspective d'une grammaire textuelle. Tout ça est en fait dès le départ repris. Le cours de dissertation intervient en licence 3
pour une raison bien simple, c'est que pour disserter, il faut avoir de la matière. Et pour avoir de la matière, il faut avoir une culture littéraire. Et donc, on attend que les étudiants aient un peu, voilà, et un certain nombre d'années d'études derrière eux pour aborder la dissertation, quoi. Le commentaire, là, je ne sais pas s'il y a des cours spécifiquement sur le commentaire. Je sais, voilà, je peux vous dire que ces exercices sont pratiqués, et en tout cas pour les deux principaux, hein, l'explication de texte et la dissertation, il y a des TD spécifiques qui sont consacrés à ces exercices. Je vous remercie, Jean-François, de cette intervention. Je crois qu'il est important de retenir que la licence propose, en ce qui concerne la littérature, à la fois un enseignement dans la continuité de ce qui se fait au lycée et qui donc revêt des formes tout à fait attendues et connues comme le sont les exercices qui viennent d'être évoqués, l'étude de la littérature française patrimoniale, avec le découpage séculaire qui a été évoqué. Mais la licence propose également une formation à des démarches plus innovantes, comme celle liées à la création, à l'écriture de création. Et là, je crois que Jean-François Puf vous a montré toute la palette et tout l'éventail occupé par ces enseignements, et également donc tout le profit que vous pouvez en tirer, parce qu'il est clair que cette dimension évidemment débouche sur une formation professionnelle. Est-ce qu'on peut dire un mot des débouchés de ce master, par exemple? Alors, excuse-moi, j'étais en train de regarder si j'avais d'autres ateliers à présenter, parce que je ne les connais pas tous. Moi, j'en pratique un sur. Alors, sur le master, bon, évidemment, pour la formation, pour l'enseignement secondaire, c'est le master MEF, hein, dont j'imagine qu'il a été question dès lors que j'imagine que le parcours des métiers d'enseignement a été présenté. Le master MEF, dans lequel je n'interviens pas. J'ai intervenu dans mon ancienne université, mais pas dans celle-ci, qui vous prépare au concours, qui vous permettent de devenir enseignant dans l'enseignement secondaire, notamment au CAPES. Donc ça existe à Cergy. Et puis, donc, l'autre master, donc le master francophonie, littérature française et francophone et création littéraire, alors, cette fois-ci, les débouchés sont, disons, moins déterminés. Hein. C'est-à-dire que, en gros, ce à quoi on forme nos étudiants, c'est alors, beaucoup veulent devenir écrivains. Hein. Et en fait, ils ne se posent pas d'emblée la question de leur vie professionnelle. Ils sont prêts à prendre le risque. Mais tous vivre de sa plume aujourd'hui, ça n'a plus guère de sens. Hein. C'est-à-dire que les écrivains qui gagnent leur vie uniquement avec les chiffres de vente de leurs romans sont extrêmement peu nombreux. Et aujourd'hui, ça veut dire autre chose, vivre de sa plume. Ça veut dire de toutes les activités qui entourent la pratique de l'écriture. Par exemple, animer des ateliers. Et nous avons dans le master une des spécialistes des ateliers d'écriture, qui est Anne-Marie Petitjean, qui a fait sa thèse sur la pratique des ateliers d'écriture au Canada, aux États-Unis et en France, et qui anime un cours de formation à l'animation d'ateliers d'écriture, donc pour permettre en fait de faire écrire. Hein. Et il y a toute une demande pour animer des ateliers. Et donc l'idée, c'est que nos étudiants vont intégrer les métiers de l'écriture au sens large et des métiers de la culture, qui vont pouvoir travailler dans l'édition, qui vont pouvoir travailler dans la presse. Alors, ils n'ont pas une formation de journaliste, mais ils peuvent travailler dans la presse littéraire. Hein, c'est des débouchés qui sont finalement assez vastes et qui n'ont pas une détermination extrêmement précise. En gros, il y a aussi tout ce qu'on peut trouver sur Profil Culture, c'est-à-dire des postes qui demandent différentes compétences, qui demandent une capacité de lecture, une capacité d'expression, une connaissance de la littérature contemporaine, une capacité de faire écrire d'autres personnes. Tous ces métiers-là, hein, qui sont les métiers de la culture et du livre, sont accessibles à nos étudiants. Merci beaucoup.
Donc, merci beaucoup d'être intervenu et d'avoir pris sur votre temps pour venir nous présenter donc, la formation en littérature. Donc, je vais poursuivre donc, en ce qui concerne la présentation générale pour dire que, en fait, la licence s'inscrit donc, dans le cadre de la loi qui a été votée le 8 mars 2018 relative à l'orientation à la réussite des étudiants, dite loi OR, donc, dont on retiendra les 4 points suivants: un accès facilité à l'enseignement supérieur, un premier cycle réformé, la valeur nationale du diplôme de licence préservée sur la base donc, de 1500 heures, d'enseignement. Donc, sachant que la licence donc, prend mieux en compte, enfin, s'efforce de prendre mieux en compte les besoins de chaque étudiant. Vous avez la possibilité de changer de licence en conservant des ECTS, donc Système européen de transfert et d'accumulation de crédit, adapter la durée de votre cursus en fonction de vos projets. Une autre dimension importante également est que la règle est l'accompagnement personnalisé par la mise en place d'un contrat de réussite pédagogique, donc pour tous les étudiants. Alors, la structure de la licence de lettres modernes 2020-2021, donc elle se décline en 3 années, donc 3 années qui comprennent 6 semestres, du premier, le S1 jusqu'au S6. Donc, comme on vous l'a dit, cette licence, elle est orientée vers les arts et la création, l'étude de la langue et de la littérature française et francophone, les sciences du langage, les sciences de l'information et de la communication. Donc, son originalité est qu'elle dispense à la fois une formation au métier artistique, donc dans le cadre du partenariat avec le Conservatoire à rayonnement régional de Cergy, et donc au métier de la création littéraire, sachant que pour le partenariat avec le conservatoire, en réalité, il s'agit d'une formation spécifique, mais les étudiants suivent les mêmes cours que les étudiants inscrits en licence de lettres. Une formation au métier de l'enseignement du premier et du second degré, une formation au métier du journalisme, de l'édition et de la communication. Alors, donc, je voudrais vous montrer comment se structure la première année de la licence, de manière à ce que vous ayez une idée plus précise de l'architecture, de la formation, au moins pour la première année. Alors, déjà, il faut se familiariser avec le lexique de la formation. Donc, j'ai réuni ici quelques termes qui peuvent être utiles pour comprendre mieux de quoi il est question. Donc, lorsqu'on lit la maquette de la formation. Donc, les ECTS, ou Système européen de transfert et d'accumulation de crédit, c'est un ensemble de crédits de formation qui vous permettent éventuellement de poursuivre votre formation dans un autre pays européen sans avoir à tout reprendre à la base, si vous voulez. Donc, ça renvoie à un accord donc je dirais, entre systèmes de formation universitaire commun aux différents pays européens. Je ne veux pas trop insister sur ce point parce que c'est un petit peu compliqué, ça nous emmènerait très loin de la licence de lettres moderne, mais néanmoins, sachez que c'est une possibilité qui existe, qui est celle de poursuivre une formation, votre formation en licence, de la prolonger, de la poursuivre, de l'amplifier par un séjour à l'étranger pour un semestre, par exemple, dans le cadre d'accords conclus au niveau européen. Donc, quels sont les autres termes utiles pour comprendre de quoi il est question? Le UFR, unité de formation et de recherche, L, licence, S, semestre, DU, diplôme universitaire, BCC, bloc de connaissances et de compétences, UE, unité d'enseignement, EC, éléments constitutifs, CM, cours magistral, TD, travaux dirigés, MCC, modalité de contrôle des connaissances, CCI, contrôle continu intégral. Alors, moi, je vais voir en détail la première année de licence, donc déclinée en 2 semestres. Alors, la formation, elle est construite sur la base d'une majeure et de 2 mineures,
La majeure et une des mineures s'inscrivent dans la spécialité lettres modernes. La deuxième mineure est transversale. Donc, de ce fait, du fait de la transversalité, certains enseignements choisis peuvent être suivis dans d'autres départements, comme l'histoire ou la géographie, ou d'autres UFR. Alors, voyons la majeure de lettres modernes pour le premier semestre. Donc, la première unité d'enseignement est constituée par le bloc de connaissances et de compétences expression. Vous avez 3 cours qui constituent ce qu'on appelle les EC, ou éléments constitutifs. Le premier renvoie à l'écriture de création. Il a pour intitulé l'écriture du réel ou les écritures du réel. Le deuxième renvoie à la grammaire de la phrase simple. Et le troisième est constitué par un enseignement de langue vivante. Et vous avez le choix. Vous m'entendez toujours? Oui, c'est bon, Marie. C'est bon. Oui, j'ai eu une annonce comme quoi j'avais été déconnectée. Mais bon, je reviens dans mon propos, qui est que le troisième enseignement est un enseignement de langue vivante. Ensuite, l'analyse littéraire. Deuxième unité d'enseignement, méthodologie de l'explication de texte et défis recherche. Méthodologie de l'explication de texte, qui est destinée à un groupe d'étudiants particulier, qui suit des enseignements spécifiques dans le cadre de ce qu'on appelle le parcours WICI, mais je vous en parlerai tout à l'heure. La littérature du 19e siècle, l'histoire littéraire du 19e siècle. Ensuite, la mineure de lettres modernes, comprend un enseignement de pratique rédactionnelle, groupe sur test, pratique rédactionnelle WICI, langue et civilisation grecque et latine, et au choix, soit un enseignement d'histoire des arts, soit de littérature de jeunesse. Ensuite, vous avez une mineure transversale avec une unité d'enseignement de culture générale dans le cadre de l'université ouverte. Alors, l'université ouverte est une composante qui propose un secteur de l'université ou une formation qui propose un ensemble de conférences ouvertes à un large public. Donc, vous pouvez choisir de suivre des conférences dans ce cadre. En général, c'est en dehors du temps scolaire. Donc, un enseignement d'histoire des arts si vous n'avez pas choisi précédemment, ou un enseignement de littérature de jeunesse dans la même orientation, dans la même perspective, c'est-à-dire qu'il ne faut pas, vous pouvez le prendre si vous n'avez pas choisi en mineur. Ensuite, un enseignement d'anglais, d'espagnol, d'allemand, de russe ou d'italien au choix. Un atelier théâtre. Vous pouvez également, dans le cadre d'un partenariat avec le département de géographie, vous intéresser à un enseignement dont l'intitulé est Fiction et géographie, à la géographie du sport ou encore à la construction de l'espace européen. Donc ça, c'est une mineure transversale. Alors, ces 3 derniers enseignements ne sont pas assurés par le département des lettres, mais par d'autres départements de l'UFR, de même que l'atelier théâtre pour les lettres modernes n'est pas directement proposé par des enseignants de littérature ou de langue française, de sciences du langage du département. Ensuite, pour le deuxième semestre, la majeure de lettres modernes. Vous avez donc la première unité d'enseignement qui est intitulée Expression. Elle renvoie à l'écriture de création, les écritures du moi. Donc, autant les écritures du réel renvoyer davantage, si vous voulez, à des dimensions de l'écriture qui peuvent toucher d'ailleurs à d'autres spécialités comme le journalisme, parce qu'on peut considérer que le journalisme, par exemple, c'est une forme d'écriture du réel. Les écritures du moi sont peut-être plus directement en lien avec une écriture de type littéraire,
puisque je vous rappelle que l'autobiographie, par exemple, est un genre littéraire, mais ça, je pense que vous l'avez vu au lycée déjà, et même probablement dès le collège, donc c'est une chose que vous connaissez bien. L'enseignement de langue française, en fait, renvoie ici à la grammaire de la phrase complexe. Alors, je dis juste un mot des enseignements de langue française qui s'inscrivent dans le cadre des sciences du langage. Alors, c'est un enseignement de langue française à l'intention des lettres modernes. Donc, je dirais que l'orientation, si vous voulez, va davantage, et c'est ce qui vous a été dit d'ailleurs par Jean-François Puf, va davantage vers la construction de liens, si vous voulez, entre la description de la langue et l'analyse des textes littéraires. Parce qu'il est clair, et ça vous a été dit, et je ne peux que évidemment souscrire en tant que spécialiste de sciences du langage à cette analyse, il est clair que plus vous connaissez, mieux vous connaissez le fonctionnement du français, plus vous êtes à même d'interpréter et de lire les textes, de lire et d'interpréter les textes, évidemment, avec la plus grande finesse possible et avec la possibilité de complexifier votre approche, évidemment, de manière plus importante encore que si vous êtes moins au fait de cette description de la langue qui vous est proposée. Donc, en gros, pour, je dirais, préciser les contenus, la grammaire de la phrase simple renvoie donc au fonctionnement de la phrase simple du point de vue du groupe nominal et du groupe verbal. La grammaire de la phrase complexe renvoie donc à la phrase vue du point de vue donc, de la coordination, de la juxtaposition et de la subordination. Donc, en réalité, les contenus ici vous sont quand même familiers puisqu'il s'agit de choses en principe qui ont été vues donc au collège et au lycée. Donc, je dirais qu'au niveau des enseignements intitulés grammaire de la phrase simple ou grammaire de la phrase complexe, il n'y a pas de surprise majeure dans les contenus. Le troisième enseignement est un enseignement de langue vivante. Ensuite, vous avez donc une deuxième unité d'enseignement qui est centrée donc, sur des enseignements de littérature, littérature comparée, initiation en littérature francophone, et un enseignement de linguistique générale et non pas de linguistique française. Donc, linguistique générale qui vous confronte là beaucoup plus précisément à tous les principes, si vous voulez, liés à cette discipline qui là, par contre, va être nouvelle pour vous, qui est la linguistique générale, avec donc une prise en compte, si vous voulez, d'un certain nombre d'éléments qui, du point de vue des contenus, n'ont pas du tout été en principe abordés au lycée, sauf peut-être éventuellement du côté de l'énonciation, mais tout dépend évidemment après des choix qui sont faits au lycée. La mineure de lettres modernes donc, propose les enseignements suivants: littérature mondiale, langue et civilisation grecque et latine, des enseignements au choix, littérature et art, littérature et mythe, pratique rédactionnelle, et la mineure transversale, donc toujours orientée vers la culture générale, vers une UE libre au choix, que je verrai plus tard, et vers des enseignements donc, au choix, littérature et art, littérature et mythe, atelier théâtre, langue vivante, géographie des migrations, ou un autre intitulé de géographie, les villes globales. Voilà, donc en ce qui concerne la présentation donc, de la première année de licence. Alors, en ce qui concerne la professionnalisation, en fait, il faut savoir qu'elle commence à partir du semestre 3, en deuxième année de licence. Vous avez deux mineures professionnalisantes qui sont la mineure enseignement d'une part, la mineure journalisme, édition, communication. Donc, je vous donne des exemples d'enseignements proposés pour la mineure journalisme, édition, communication en L2, S3, c'est-à-dire au premier semestre de la deuxième année de licence, communication et société, institutions médiatiques, usages et enjeux du numérique. Alors, en L3, la spécialisation et la professionnalisation se renforcent du fait de la possibilité d'opter pour une majeure de spécialité, au choix lettres modernes ou journalisme, édition et communication.
Donc, pour la majeure de spécialité lettres modernes, les enseignements de spécialité sont ancien français, histoire de l'art, littérature et art. C'est dans cette majeure de spécialité lettres modernes qu'il est possible d'opter pour des BCC, blocs de connaissances et de compétences, orientés vers les métiers de l'enseignement et la préparation au concours de recrutement d'enseignants, qui sont pour le département des lettres de l'université, le professorat des écoles, qui se fait donc dans le cadre d'un master MEF à l'INSPE, mais dont la préparation commence dès la licence par le biais donc, de ces majeurs de professionnalisation, et le CAPES de lettres modernes dans le cadre du master MEF, métier donc, de l'enseignement de l'éducation et de la formation, PLC, professeur de lycée et collège, lettres, et donc qui prépare au CAPES de lettres modernes. Les métiers de la création littéraire, les métiers de la linguistique, les métiers de la didactique. La majeure de spécialité journalisme, édition, communication est composée de 2 blocs de connaissances et de compétences, intitulés Fondements du GEC, journalisme, édition, communication, et métiers du GEC, journalisme, édition, communication. La majeure de spécialité lettres modernes, elle se décline en 3 blocs de connaissances et de compétences, écriture, texte et langue. Alors, je ne reviens pas sur les langues anciennes puisque les étudiantes vous en ont parlé. Je vous ai également parlé de l'offre de langue vivante. Je voudrais aussi quand même insister sur le fait que la licence de lettres modernes propose une formation à la langue des signes, ce qui n'est pas le cas partout. Donc, c'est un enseignement qui est très suivi et donc qui constitue une des particularités de la licence. Et les unités d'enseignement libre dont je vous ai parlé sont proposées par les compétences ou les services sous la forme de cours disciplinaires accessibles à des non-spécialistes ou de cours dans des domaines plus transversaux comme le sport, le numérique, la recherche documentaire, l'orientation professionnelle, les langues, la culture ou l'engagement étudiant. Alors, sachant quand même que le nombre d'unités d'enseignement libre que vous pouvez suivre est limité, puisque pour l'année universitaire 2020-2021, tout étudiant de licence devra suivre pour chaque année de son cursus L1, L2, L3, une et une seule unité d'enseignement libre. Donc là, je vous ai indiqué le site de l'université, enfin la partie du site de l'université sur laquelle vous trouverez donc toutes les informations nécessaires sur ces unités d'enseignement libre. Donc, j'en ai terminé avec la présentation globale de la licence. Je voudrais maintenant revenir à la présentation donc, du parcours journalisme, édition et communication en diffusant la vidéo d'un professionnel qui intervient. Donc. Marie-Madeleine, j'ai juste pour introduire une petite question à poser d'une lycéenne, ça permet d'introduire, qui demande en seconde, là, elle va devoir choisir ses spécialités, tu sais, la nouvelle réforme là, du bac, et elle voudrait savoir en première, justement, du coup, quelle spécialité prendre, en fait. Ben, moi, je trouve que ce n'est pas vraiment à moi de répondre. En fait, si elle demandait ça, parce qu'en fait, les lycéens ont souvent, et c'est pas je le retrouve dans tous les mercredis, en fait, doivent faire des choix de spécialité, et souvent, ils se disent que s'ils prennent telle spécialité plutôt qu'une autre, les portes risquent d'être fermées à l'entrée en première année. C'est pour ça qu'en fait, la question est là et que je retrouve dans tous les mercredis, en fait. C'est pour ça qu'elle pose la question à la jeune fille. Mais en fait, précisément, elle hésite entre quoi et quoi? Alors, je pense qu'elle ne sait pas forcément. Je pense que jusque-là, comme elle est en seconde, elle veut juste savoir lesquelles qui paraissent le plus adéquates, en fait, qui te paraissent le plus intéressant pour entrer en première année. Mais en première année de licence de lettres? Oui. Bien, moi, je crois que tout enseignement qui proposera un approfondissement de la littérature et des humanités en général sera le bienvenu et facilitera donc l'accès à la première année. Tout enseignement qui proposera un approfondissement de l'étude de la langue française aussi. Et par ailleurs, dans une perspective peut-être plus générale,
tout approfondissement des sciences humaines et sociales sera le bienvenu pour rentrer en première année, parce que en fait, l'approche est à la fois, je dirais, s'inscrit dans une tradition d'enseignement des lettres, mais elle est aussi ouverte vers d'autres dimensions, notamment la pluridisciplinarité, notamment l'ouverture sur les sciences humaines et sociales, les SHS. Donc, je pense que tout ce qui ira dans le sens d'acquisition de connaissances dans ces domaines sera un bon choix, mais également aussi choisir des langues vivantes ou l'étude des langues anciennes, parce qu'en réalité, tout va dans le même sens. En fait, on ne peut pas dissocier ces enseignements les uns des autres, en fait. Ils constituent, je dirais, par leur intrication, leur maillage, ils constituent le fondement de l'étude des textes. Voilà, c'est ça ma réponse. Mais c'est très oui, donc aussi par rapport aux spécialités ou non des spécialités, et pour répondre à la jeune fille, pour compléter en effet tout ce qui est humanité, littérature, parce qu'elles s'appellent comme ça les spécialités, tout ce qui va aussi être LLCE, langue, littérature, étrangère, et puis il y a aussi une qui, je me souviens plus exactement du terme, qui se retrouve dans tout ce qui est antique, dans les langues antiques, etc. aussi. L'histoire, en fait, tout ce qui peut vous apporter des compétences supplémentaires, mais après, c'est vrai que la spécialité humanité, littérature est quand même celle qui paraît la plus logique. Après, il faut savoir que de toute façon, que quoi que vous preniez, ce n'est pas ça qui va vous fermer des portes au niveau des spécialités. Ne vous inquiétez pas. Je sais que c'est une grande peur des lycéens à ce niveau-là. Non, non, ne vous inquiétez pas. Prenez aussi quand même des choses qui vous aiment, que vous aimez, pardon, dans les différentes filières. Et j'ai une autre question avant de te laisser la parole. Quelqu'un qui demande s'il existe des partenariats avec des universités à l'étranger pour des possibles programmes. Alors, en fait, il existe par le biais d'Erasmus, il existe des conventions entre le département des lettres ou certains masters. Alors, je sais que c'est le cas pour les sciences du langage en particulier. Il existe des conventions avec d'autres universités, donc il est tout à fait possible d'envisager des partenariats dans le cadre de ces conventions. Mais je pense que Olivier Bertrand, qui en principe doit de nous présenter le Master Sciences du langage, pourra nous en dire plus, je pense, à ce sujet, pour le Master Sciences du langage. Il existe aussi les conventions, enfin, il existe aussi les partenariats dans le cadre d'Erasmus, donc qui permettent, je dirais, de suivre une partie de sa formation. Alors, en général, c'est un semestre, donc une partie de sa formation dans une université étrangère. Mais ça, je dirais que ça renvoie davantage à des choix personnels qu'à une organisation intrinsèque propre à la licence de lettres. C'est une possibilité qui existe pour l'ensemble des licences, et cette possibilité, je dirais, doit être adossée à un choix personnel de l'étudiant pour la date de la licence de lettres. Donc, je pense que il existe il y a une personne chargée des relations internationales dans le département des lettres qu'il convient de contacter à ce moment-là, de manière à construire un projet, je dirais, qui intègre donc une formation ou un séjour à l'étranger dans le cadre d'Erasmus. Oui, la possibilité existe tout à fait. En tout cas, le département accueille des étudiants étrangers qui viennent dans le cadre d'Erasmus. Merci. Alors, je voudrais juste... je vais fermer mon fichier et je vais... donc, ouvrir la vidéo. Par contre, on n'entend pas Marie-Madeleine.
Ouais, on n'entend pas du tout, hein, Marie-Madeleine, là. Peut-être arrêter, est-ce que c'est vraiment pas Marie-Madeleine, peut-être les... Ouais, Marie-Madeleine, on n'entend pas le son, en fait. Oui, en fait, de toute façon, c'est terminé. Alors, moi, je suis un petit peu surprise parce que moi, je l'entendais très bien de mon propre ordinateur. De toute façon, éventuellement, il est possible, je vais vous résumer le contenu et présenter brièvement cette vidéo. De toute façon, il est tout à fait possible il est tout à fait possible de peut-être de la mettre sur le site de l'université, enfin dans la vidéothèque pour que vous puissiez, pour que les lycéens présents puissent la visionner. Voilà ce que dit ce professionnel. Alors, Dominique Dufour est professeur associé donc, en journalisme dans le cadre du master ingénierie éditoriale et communication. Alors, quand je dis en journalisme, en réalité, à la base, comme il l'a expliqué dans sa vidéo, c'est sa formation. Mais néanmoins, après, il a bifurqué et il est maintenant, comme il le dit lui-même, freelance, c'est-à-dire qu'il est, il ne travaille pas pour le compte d'une entreprise de presse, quelle que soit sa nature, presse écrite ou presse audiovisuelle, ou quel que soit le type de médias, le cas échéant. Il travaille en fait à son compte et il aide un certain nombre d'entreprises qui le consultent pour cela à structurer un certain nombre de contenus d'information. L'essentiel de son message, c'est qu'en réalité, il dit que sa formation en journalisme l'a sensibilisé en réalité à un certain nombre de problèmes de communication qui lui ont permis ensuite de réfléchir à un certain nombre de supports de transmission de l'information qui peuvent être utiles à des entreprises, des administrations, voilà, ou à toute personne en réalité qui aurait un contenu d'information à diffuser. Donc ça l'a amené à la fois à réfléchir donc, à sa communication et au type de communication qu'il fallait développer et en fonction d'une identité professionnelle particulière et au support requis donc, pour diffuser cette information. Ce que je veux simplement dire, c'est que Dominique Dufour souhaite transmettre le message suivant, à savoir, en réalité, il est tout à fait possible d'avoir une formation initiale et ensuite d'évoluer et de trouver une orientation professionnelle qui n'a pas forcément un rapport immédiat avec la formation initiale reçue. C'était d'ailleurs exactement la même chose que disait sous une autre forme Jean-François Puff à propos du master consacré à l'écriture créative, à la création littéraire,
En réalité, ce n'est pas parce que vous avez appris à écrire que vous allez forcément devenir nécessairement écrivain. Et vous pouvez d'ailleurs être écrivain sans avoir suivi un master consacré à la création littéraire. Mais ceci étant, ce qui est intéressant dans ces deux propos, c'est que, en fait, vous avez toujours la possibilité d'utiliser d'une façon inattendue la formation initiale que vous avez reçue. À savoir que finalement, le fait d'avoir reçu une formation en journalisme a permis à Dominique Dufour de proposer des modalités de diffusion de l'information à soit des entreprises, soit des organismes qui ne font pas de presse, en fait, qui n'ont pas pour vocation de diffuser de l'information à la façon dont le fait la presse, mais qui néanmoins ont quand même besoin de transmettre des contenus d'information. C'est la raison pour laquelle il intervient en tant qu'enseignant, donc professeur associé, dans le cadre du master ingénierie éditoriale et communication. C'est aussi le sens du propos de Jean-François Puff, à savoir, ce n'est pas parce que vous avez suivi un master recherche orientée vers la création littéraire que vous allez nécessairement consacrer toute votre activité professionnelle à la création littéraire, mais en fait, vous allez pouvoir vous aider, vous servir de cette formation pour évoluer dans une direction professionnelle qui ne va peut-être pas être, qui ne va pas forcément être décrite à l'avance parce que en réalité, elle correspond à des besoins plus contemporains et qu'elle n'est pas balisée par des années de pratique comme l'est la formation à l'enseignement, au métier de l'enseignement, qui est tout à fait connu et qui suit des chemins tout tracés. Mais ça n'est pas pour autant parce que vous suivez une formation innovante et qui n'est pas adossée à des années d'expérience que vous n'allez pas trouver d'orientation professionnelle. Donc, en fait, je crois que c'était ce qui était intéressant dans le cadre de ce témoignage, c'était justement de retenir, si vous voulez, cette dimension, à savoir que, en fait, vous pouvez toujours trouver appui donc, dans votre formation initiale pour construire vous-même vos débouchés professionnels à partir d'une analyse, en réalité, de l'environnement contemporain, de votre environnement. Voilà. Je crois que c'est ça qui est très positif finalement dans cette vidéo, même si vous n'avez pas pu l'entendre. Je vous en ai restitué le contenu et c'était aussi finalement le sens de ce que disait Jean-François Puff à propos des débouchés du master consacré à la création littéraire. Voilà. Comme je vois qu'Olivier Bertrand est là, je vais peut-être te laisser tout de suite la parole, Olivier, pour que tu présentes le master en sciences du langage. Bonjour, avec plaisir. Est-ce que vous me voyez et est-ce que vous m'entendez? Parfait. Très bien. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci de m'accueillir aujourd'hui. Marie-Madeleine Bertucci m'a demandé d'intervenir aujourd'hui pour vous présenter le master de sciences du langage, mais également, et peut-être en 30 secondes ou 1 minute juste avant, de vous parler de ma spécialité, l'ancien français et la linguistique historique, puisque dans le parcours, dans la maquette de licence de lettres modernes, figure des enseignements qui ne sont pas des enseignements littéraires à proprement parler, qui sont des enseignements de linguistique, ça vous en avez peut-être déjà parlé, et la spécialité, la spécificité donc de l'enseignement ou des enseignements que j'assure dans le cadre de la licence avant le master, relève donc de l'ancien français et de la linguistique diachronique. Alors de quoi parle-t-on dans ce type de cours? Eh bien, finalement, on aborde la langue française, mais dans ses états les plus anciens. Alors vous avez sans doute toutes et tous lu, étudié dans le cadre de vos cours au collège ou au lycée, des romans du Moyen-Âge, les romans de la Table Ronde, Gauvin, Guenièvre, Arthur, la quête du Graal, les farces du Moyen-Âge, par exemple, ou les chansons de geste, la chanson de Roland. Bref, tout cet univers médiéval est étudié dans le cadre de la licence de lettres d'un point de vue de la littérature, évidemment,
il y a des cours et des travaux dirigés en littérature médiévale, mais l'intérêt des cours d'ancien français et de linguistique médiévale, c'est de regarder ces textes, hein, de les approcher, de les aborder d'un point de vue purement linguistique. Et cela permet également aux futurs licenciés S-Lettres d'avoir une connaissance des états anciens de la langue pour bien comprendre comment fonctionne la langue française aujourd'hui, la langue que nous parlons, que nous écrivons. Eh bien, il est toujours intéressant d'avoir un regard historique qu'on appelle en linguistique diachronique, c'est-à-dire à travers le temps. Dia, hein, à travers, et chronos, le temps. Et puis, ça permet aussi de comprendre comment les mots sont arrivés jusqu'à nous, pourquoi est-ce que le mot eau, hein, quand on parle de boire de l'eau fraîche, eau s'écrit E-A-U, c'est quand même assez particulier. Eh bien, tout cela est expliqué par la phonétique historique, par l'ancien français, et ce sont des cours que vous aurez si vous choisissez cette licence de lettres, qui viennent compléter votre compréhension des textes littéraires. Alors, j'ai terminé le petit point que je voulais faire, le petit point liminaire sur l'ancien français. Et si vous voulez bien, je vous parle pendant quelques minutes de ce master des sciences du langage que nous avons à l'université, donc de Cergy Paris Université. Est-ce que je peux partager mon écran? Oui, oui, c'est possible. Oui. Alors, si c'est possible, je partage tout de suite mon écran. Vous me dites si vous voyez. C'est bon. Ce que je vois. Parfait. Alors, première chose que tout le monde peut constater, c'est qu'au-dessus de l'université, il fait toujours beau. Hein, c'est le premier point, et particulièrement à l'UFR des lettres et des sciences humaines. Ciel bleu assuré. Alors, blague à part, j'avance et je déroule, si vous le voulez bien, cette présentation du master des sciences du langage. Qu'est-ce que l'on va faire lorsqu'on s'inscrit dans ce type de master? D'abord, ce master se fait en 2 ans, comme la plupart des masters, et distingue très simplement un M1, c'est-à-dire un master 1, d'un M2, de la manière suivante, et c'est ce que vous avez sous les yeux. Le master 1 a un tronc commun, et donc concerne tout le monde, et propose une formation donc essentiellement par la recherche. Alors, dans tous les domaines des sciences du langage, on va travailler un peu en lexicologie, en lexicographie. Je pourrais revenir sur certains de ces termes un peu bizarres ou un peu barbares, en sémantique, en pragmatique, en sociolinguistique, en analyse du discours. On fera de la morphologie, on fera de la syntaxe, bref. Tout ce qui relève des sciences du langage doit être abordé de près ou de loin par des étudiants inscrits dans ce master. Et évidemment, on ne peut pas aller aussi loin dans tous les domaines. Certains sont privilégiés. Nous avons des spécialistes, je vous montrerai la dernière page, fait la liste un petit peu, rassemble la liste des professeurs et des maîtres de conférences qui sont dans notre département, et chacun de nous a sa propre ou ses propres spécialités. Je vous en ai parlé il y a un instant me concernant. Moi, c'est plutôt l'histoire de la langue, l'ancien français, et donc les étudiants qui sont inscrits en Master 1 Sciences du langage et qui souhaitent, par exemple, travailler sur les états anciens de la langue dans le cadre d'un mémoire, d'un début de mémoire de M1, c'est-à-dire une sorte de préparation à ce qui pourra suivre dans le Master 2, et je vais y revenir dans un instant, eh bien, peuvent s'adresser à moi, par exemple, s'ils souhaitent travailler sur le Moyen-Âge ou la Renaissance, sur un point de lexicologie, puisque c'est sur les mots et le lexique que je travaille en particulier. Mais en revanche, s'ils préfèrent faire de la sociolinguistique ou de la syntaxe, eh bien, ils s'adressent à un autre professeur en fonction, évidemment, de l'expertise de chacun de nous. Donc, la première année est une année pendant laquelle il y a des cours magistraux, des séminaires de recherche où, contrairement à la licence
pendant laquelle il y a beaucoup d'apprentissage, même s'il y a déjà ici ou là quelques petits travaux de recherche. Le Master 1 de sciences du langage ancre les étudiants de plein pied dans la recherche, dans les disciplines et les sous-disciplines, les axes que je viens de dénoncer, mais j'y reviendrai dans un instant. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque on aborde le Master 2, donc la deuxième année de Master, eh bien là, vous avez 3 parcours distincts qui définissent finalement les axes dans lesquels chacun des étudiants souhaite aller. Vous avez donc un parcours. Donc, vous voyez, on part d'une sorte de tronc commun pour tout le monde en Master 1, et puis de 3 parcours en Master 2. On se spécialise, si vous voulez. On identifie un type non seulement de recherche, mais en même temps un type de structure même du parcours que l'on souhaite faire en M2. Regardez, vous avez le parcours recherche fondamentale et appliquée en sciences du langage. Donc là, on poursuit la formation par la recherche dans les disciplines, les domaines que j'ai mentionnés. Vous voyez, analyse du discours, on a rajouté approche sociolinguistique des variétés du français. Alors là, Madame Bertucci pourrait en parler évidemment bien plus volontiers que moi. Vous avez, et puis d'autres, je vous donnerai la liste tout à l'heure, pourraient parler chacun de leur spécialité. Il y a aussi un mot qui n'était pas dans le Master 1, enfin en tout cas dans le petit paragraphe, c'est la dictionnérique. Nous avons un laboratoire de recherche au sein de notre université dont la spécialité est le travail de la langue française à partir des dictionnaires. Des dictionnaires de la langue du XVIe siècle jusqu'au XXIe siècle. C'est une des spécialités, un des points forts de notre université. En disant cela, vous voyez déjà que j'ai associé le master sciences du langage à un laboratoire de recherche. Il y en a d'autres, il y a plusieurs laboratoires de recherche, mais ce qui est important ici, sans doute comme pour le master de lettres, de littérature, c'est le lien qu'il faut faire absolument entre le travail que l'on mène pendant les 2 années de master et puis ce lien avec la recherche dans cette discipline. Et c'est précisément ce lien qui est fait par le laboratoire ou les laboratoires. Le deuxième parcours, sciences du langage appliquées en contexte professionnel. Donc là, on travaille plus volontiers sur la sémiologie appliquée, sur l'analyse des médias, sur le traitement qualitatif des données textuelles en contexte professionnel. Alors, avec un projet tutoré, un stage de plusieurs semaines, de 4 semaines au minimum, dans une entreprise. Alors, vous voyez ici, ce deuxième parcours est moins lié à la recherche fondamentale, mais plus à une sorte de recherche appliquée. Vous pouvez vous dire, je veux faire 2 années de master sciences du langage et ensuite entrer dans une entreprise et travailler dans le secteur de la communication, etc. On pourra parler des débouchés professionnels, évidemment, mais disons que naturellement, le premier parcours va vous mener vers une thèse de doctorat à l'issue du Master 2, alors que naturellement, le parcours sciences du langage appliquées en contexte professionnel a plutôt tendance à vous guider vers un cheminement professionnel à l'issue du Master 2. Et puis, le parcours sciences du langage appliquées en contexte professionnel, humanité numérique, linguistique et informatique, vous le voyez, tout est dit dans l'intitulé de ce parcours. Vous avez là aussi analyse des médias, etc. Mais on s'intéresse particulièrement aux sciences humaines et technologies numériques, formation, analyse de noms de marques et de produits. Là encore, ce parcours de M2 est assez lié au monde du travail. Est-ce que tu pourrais dire un mot des débouchés? Oui, bien sûr. Alors,
justement, alors je vais passer peut-être plus vite, et s'il y a des questions, j'y répondrai volontiers. Les débouchés sont nombreux. Évidemment, les métiers de la recherche, les métiers de l'enseignement, même s'il y a un master MEF, qu'on appelle MEF, c'est-à-dire de préparation au concours d'enseignement pour être professeur de lettres. Là, ici, en sciences du langage, on s'intéresse aux métiers donc, de la dictionnaire, travailler dans le milieu de l'édition, par exemple, de la communication, de la documentation dans les bibliothèques, métiers liés à l'analyse des pratiques langagières en milieu professionnel. Vous voyez, vous avez beaucoup de marques aujourd'hui qui s'intéressent de très près à la langue et qui ont besoin de personnes qui réfléchissent, vous voyez, des chefs de projet en linguistique informatique, ingénieurs assurance qualité linguistique, des métiers dans lesquels la langue a une importance première. Ingénieur en édition multimédia, ingénieur en terminologie, par exemple, travailler sur tous ces états particuliers de la langue. Donc, le master sciences du langage est un master qui est assez ouvert du point de vue des débouchés professionnels, dans la mesure où, en complément, par exemple, de votre licence de lettres modernes, eh bien, il assoit une forme d'expertise dans les domaines de la langue française en particulier, avec justement cette coloration numérique pour un des parcours, cette connotation liée au milieu professionnel, et puis ce parcours, ce premier parcours qui est en recherche fondamentale, c'est-à-dire finalement qui mène vers le doctorat. Je vous donne peut-être pour terminer cette très brève présentation des exemples de mémoires de master de certains de mes étudiants actuellement. Vous voyez, j'ai une étudiante en master 2 qui travaille sur le mot durable dans la publicité. Depuis une dizaine d'années, on voit passer le développement durable, l'économie durable, qui est devenu même d'ailleurs non plus un adjectif, mais un nom, le durable. Vous voyez, et elle essaye de regarder comment et pourquoi les publicistes et les marques utilisent ce terme dans leur publicité. J'ai une thésarde, par exemple, qui travaille sur la langue des jeunes dans les réseaux sociaux, mais d'un point de vue lexicologique, c'est-à-dire d'un point de vue de la création des néologismes. Pourquoi et comment, dans les réseaux sociaux, on crée du vocabulaire. Vocabulaire de la santé, par exemple. Vous voyez, si vous vous intéressez à un domaine particulier, vous pouvez très bien, que ce soit en lexicologie, en sociolinguistique ou dans d'autres domaines, proposer et travailler avec un enseignant qui vous suivra pendant vos années de master, voire de doctorat. L'idée, c'est que, et elle est importante, je termine par là, alors là, je fais défiler les différents cours que vous auriez et que vous aurez si vous faites ce master sciences du langage, pour en arriver en bas, tout en bas de ce document, voilà, aux différentes disciplines. Vous voyez, on a un collègue, Olivier Belin, qui travaille littérature et humanité numérique. Moi-même, je vous l'ai dit, langue médiévale, histoire de la langue. Madame Bertucci, didactique et sociolinguistique, enseignement du français, etc., etc. Et vous voyez, l'idée, c'est que quelqu'un qui arrive en master sciences du langage puisse avoir de grandes compétences à l'issue des 2 années en matière linguistique et en même temps créer son propre mémoire et travailler sur un sujet qu'il ou elle choisit avec un enseignant de l'université. Vous voyez ? Et ça, c'est plutôt motivant, c'est stimulant pour les étudiants de se dire, eh ben, moi, j'ai envie de travailler sur la publicité, j'ai envie de travailler sur les liens entre la langue et la société, j'ai envie de travailler sur l'histoire de la langue, etc., etc. Et à partir du moment où vous définissez un sujet, il devient votre sujet et vous travaillez avec un enseignant. Donc voilà, Marie-Madeleine, peut-être ai-je oublié des aspects du master, n'hésite pas à ajouter peut-être un point ou deux, mais c'était essentiellement ce que je pouvais dire de la philosophie générale de ce qu'est notre master.
Écoute, je te remercie. Moi, je crois que c'était très clair. Là, on arrive d'ailleurs à la fin de la séance. Moi, sauf s'il y a des questions, je voudrais juste dire quelques mots du master enseignement. Est-ce qu'il y a des questions sur la... Non, il n'y a rien. Il n'y a pas de questions. J'ai endormi personne quand même, rassurez-moi. Rassurez-moi. Non, tout était clair, c'est tout. Voilà. Olivier, je te remercie. Je voudrais juste vous dire quelques mots avant de conclure cette séance donc, du master MEF PLC Lettres. Donc, son responsable, Pierre-Louis Faure, ne peut pas être présent et le regrette tout à fait. Il m'a chargé de vous dire quelques mots donc, de ce master. En réalité, c'est quelques mots qui vont rester très succincts dans la mesure où les épreuves du CAPES de lettres ont été modifiées. Et en réalité, le master qui va préparer à ce CAPES rénové n'est pas encore définitif. Donc, il est très difficile de parler d'une formation qui n'est pas encore officielle. Donc, je dirais qu'elle préparera aux épreuves du concours et également à l'exercice du métier d'enseignant de français, de professeur de français au collège et au lycée, et qu'elle reprendra bien évidemment les grands traits du master précédent. Mais néanmoins, il est très difficile évidemment d'en dire quoi que ce soit d'autre. En revanche, en ce qui concerne les épreuves du CAPES, elles sont moins disciplinaires qu'elles ne l'ont été, c'est-à-dire notamment, et ça Olivier peut nous en parler, l'ancien français n'est plus présent. C'est terrible. C'est oui. terrible. C'est terrible. Oui, oui. L'ancien français, en effet, disparaît en tant que tel des épreuves écrites. Néanmoins, le Moyen-Âge reste présent à l'oral, hein, puisqu'il y aura une des épreuves qui embrassera l'ensemble de la littérature française. Hein, une explication de texte pourrait très bien se faire sur un texte du Moyen-Âge. Mais la langue écrite, la langue à l'écrit, pardon, est supprimée. Au profit d'autres formats, hein, évidemment. Donc, en fait, le CAPES de lettres sera moins disciplinaire qu'il ne l'a été. Néanmoins, l'épreuve d'analyse des textes, enfin, je dirais que les grands fondamentaux restent présents, malheureusement à l'exception évidemment de l'ancien français comme cela a été dit, mais néanmoins, vous aurez les étudiants qui vont se présenter à ce CAPES revus par la réforme, continueront à réfléchir sur des questions de littérature, continueront à réfléchir sur des questions d'analyse des textes grammaticales et stylistiques. En ce qui concerne l'épreuve de grammaire, elle va porter sur un échantillon de textes variés du XVIe au XXe siècle, et les questions de didactique de la littérature et de la grammaire, évidemment, vont rester présentes, de même que tout ce qui relève de la réflexion générale, sur des questions liées à la didactique, à la sociologie de l'éducation, etc. Tous ces éléments, évidemment, vont rester. Alors, avec un format que je ne peux pas encore vous préciser, puisque le master n'est pas encore défini de manière précise, mais néanmoins, dans ces grands traits, je dirais qu'il y aura une continuité avec la formation précédente. La nouveauté également, c'est le fait qu'il y aura des œuvres au programme, qu'il y aura un programme d'œuvres en littérature, et que donc, dans le cadre des cours de littérature, alors là, je parle vraiment des cours de littérature, il y aura donc une étude sur programme d'œuvres, à la différence donc de la formation précédente, en lien d'ailleurs avec les épreuves du CAPES, qui proposait davantage une réflexion sur de grandes questions de littérature, comme le roman, le théâtre, la poésie, par exemple. Mais il y avait d'autres entrées. Donc voilà pour le CAPES. La grande nouveauté également, c'est que le CAPES va être
passé par les étudiants à la fin de la deuxième année de master et non plus au milieu de la première, comme c'est le cas encore cette année, puisque c'est la dernière année au cours de laquelle donc, le CAPES va être proposé sous sa forme actuelle. Et les étudiants auront un statut d'alternant, c'est-à-dire qu'il y a un stage long d'une douzaine de semaines qui va être proposé donc en deuxième année en responsabilité, avec probablement un statut de contractuel alternant. Mais là aussi, je ne veux pas trop m'avancer, si vous voulez, sur ces questions, parce que les choses n'étant pas définitives, il est très difficile, évidemment, de proposer des formats définitifs, si vous voulez, en ce qui concerne la façon dont les choses vont se déterminer au final. Donc, c'est la raison pour laquelle je préfère être prudente. Ça n'est pas la même chose pour les épreuves du CAPES, parce que là, évidemment, l'arrêté étant paru au journal officiel, il est beaucoup plus facile, évidemment, de décrire les épreuves du CAPES que le futur master. Donc, voilà pour le master MEF, sachant que vous avez au CAPES un nombre donc, de postes limités. Ce nombre de postes est publié tous les ans donc, au journal officiel. Et cette année, par exemple, 800 postes sont proposés au CAPES de lettres modernes. Voilà, pour environ 2000 candidats à l'écrit. En gros, c'est à peu près la proportion, mais là aussi, c'est très variable d'une année à l'autre. Donc, si c'est votre intention, il est possible que les choses aient beaucoup changé entre le moment où je vous parle et le moment où vous vous présenterez au CAPES. Je voudrais dire deux mots également de deux formations que vous pouvez rencontrer, également, qui peuvent vous intéresser. D'une part, le parcours WICI dans la licence. C'est un parcours qui est proposé à des étudiants qui sont recrutés, mais avec l'obligation, qui sont recrutés en première année de licence, à qui on offre la possibilité donc, de rentrer en première année de licence, qui sont admis, autrement pour tout dire, à qui on demande de suivre des enseignements supplémentaires de manière à consolider éventuellement peut-être des faiblesses qui existeraient dans leur profil général. Donc, sur le site de l'université, vous trouverez également le détail du parcours WICI et des formations proposées donc, aux étudiants qui suivent cette voie, sachant qu'il s'agit d'éléments de renforcement en langue française, en littérature française, en maîtrise également des langues vivantes et en pratique rédactionnelle, donc de manière à éventuellement compenser d'éventuels défauts, donc faiblesse, fragilité de la formation. Voilà pour les WICI. Dernier point, mais là je pense qu'Armelle Jacquin pourra peut-être également en parler. Vous avez un diplôme universitaire dont le nom est PAREO, qui donc est proposé à des étudiants qui ne pourraient pas rentrer directement en première année de licence, mais qui constitue une sorte de, de moment de consolidation générale de la formation et qui est aussi un moment non seulement d'acquisition de connaissances, de démarches, de méthodologies nécessaires lorsqu'on veut poursuivre des études supérieures, mais qui est aussi un moment de construction de son projet professionnel, de connaissance de soi en lien avec la DOIP. Donc là, Armelle, si tu veux en dire un mot peut-être. Non, pas du tout, parce qu'en fait, ce n'est pas moi qui m'en occupe au sein de la DOIP et je n'ai pas trop d'informations dessus pour l'instant. On est en train de le mettre en place. Donc, j'avoue que je ne pourrais pas dire plus que ce que tu dis, toi. Voilà, donc en fait, c'est une possibilité qui existe à des étudiants qui ne se sentiraient pas peut-être le courage d'affronter une première année de licence directement et qui, par le biais de cette année de consolidation des connaissances, d'acquisition de démarches, de méthodologie, de savoir-faire et aussi de savoir-être, puisque toute une dimension de la formation consiste en la construction de son projet professionnel. Je pense que c'est aussi une possibilité qu'il est intéressant de connaître et qui est offerte, alors par l'ensemble de l'université bien sûr, parce qu'elle ne concerne pas que la licence de lettres, mais qui possède
une dimension spécifique permettant aux étudiants intéressés de s'inscrire ensuite en première année de licence de lettres. Voilà, donc sur le site de l'université, vous trouverez également des informations sur ce DU Paréo. Voilà, donc j'ai terminé la présentation de la licence. Donc Armelle, si vous avez des questions. Il n'y a pas de questions pour l'instant, donc je pense que tout a été très très clair. Donc au cas où, s'il y a des questions qui me viennent par la suite par mail, je les relayerai à mes collègues, il n'y a pas de souci. Sinon, en tout cas, ça a été très riche, hein, une belle présentation avec différents acteurs aujourd'hui, des étudiants, des enseignants, etc. Donc merci vraiment à tous pour votre mobilisation. Merci aux lycéens qui sont présents aujourd'hui, hein. On espère vous retrouver alors ça dépend si vous êtes en seconde, première ou terminale selon les années, mais on espère vous retrouver très rapidement dans la filière de lettres. Et sinon, je vais vous souhaiter, on va clôturer là, une très bonne fin de journée et puis vous dire sûrement à bientôt. Merci à tous. Merci à vous. Merci, au revoir. Merci, au revoir.